Bonjour, j'aimerais vous remercier de cette invitation de présenter aujourd'hui. Donc, je vais vous parler de l'apport des organoïdes pour étudier les maladies rétiniennes. Et cette présentation se fait dans le cadre de la remise du prix Alfred Kastler. Donc, comme introduction, la rétine, c'est le tissu qui tapisse le fond d'œil. Elle est composée de deux majeures parties. En postérieur, un monocouche qui s'appelle l'épithélium pigmentaire rétinienne, qui est un tissu de soutien. Et en antérieur, des multicouches de cellules neuronales. Donc, quand la lumière rentre dans l'œil, elle rentre dans le cristallin et elle est réfractée sur toute la rétine. Et les cellules qui absorbent cette signal lumineux, ce sont les photorécepteurs. Et ils sont tous en postérieur à côté de l'épithélium. Et ces photorécepteurs, ils absorbent la lumière et ils le transforment en signal électrophysiologique et ils le transfèrent par la suite via les autres couches neuronales à nerf optique pour être transmis au cerveau. Et nous avons deux types de photorécepteurs dans l'œil. Et il y a les bâtonnets qui sont les plus nombreux et ils aident à notre vision nocturne et notre vision périphérique. Et il y a des cônes qui sont beaucoup moins nombreux et qui sont responsables de notre vision en couleur et notre vision centrale. Et quand on parle de maladies rétiniennes, on parle de maladies qui sont caractérisées par une dégénérescence des photorécepteurs et ou de l'épithélium, parce que les deux sont interdépendantes pour les survies. Donc, si un meurt, l'autre va mourir. Et on classifie ces maladies dépendant de le type de photorécepteur qui dégénère d'abord. Donc, soit des bâtonnets cônes caractérisés par une perte de vision périphérique, soit des cônes bâtonnets caractérisés par une perte de vision centrale. Et même si toutes ces maladies sont caractérisées par une perte de vision progressive, ils sont très variables par rapport à leur évolution et la sévérité des symptômes. Donc, tout ça se donne des défis pour leur compréhension. En plus, ils sont des maladies génétiques et donc des mutations peuvent être dans des gènes importants des photorécepteurs en primaire ou l'épithélium pigmentaire. Et il y a plus que 270 gènes qui ont été identifiés, donc ça fait 270 maladies. Et aussi, on réalise maintenant que parfois des mutations dans le même gène peuvent donner des maladies cliniquement distinctes. Donc tout ça, ça soulève des challenges pour développer des traitements. Et ces maladies, au cours des années, ils étaient bien modélisés par des souris, mais on se rend compte que les modèles murins qui étaient générés ne reproduisent pas toujours le phénotype chez l'homme. Et ceci est probablement parce que la structure et la distribution des photorécepteurs chez le souris n'est pas pareille que chez l'homme. Et d'autre part, la taille de l'œil de souris est beaucoup plus petit. Donc parfois, pour évaluer des thérapies, c'est moins parlant. Donc, on a voulu étudier ces maladies, mais en utilisant des modèles rétiniens humains. Et comme ça, on pouvait les étudier dans les cellules de patients qui ont été réellement atteintes. Mais comment on pouvait faire ça? Parce qu'on ne pouvait pas prendre les cellules de patients. Eh ben, on a voulu passer par les cellules souches et pas des cellules souches embryonnaires qui également, ils ont beaucoup de considérations éthiques, mais des cellules souches pluripotentes induites au iPS. Donc, au cas où il y a des membres qui ne connaissent pas bien, c'est des cellules qu'on peut générer, des cellules souches qu'on peut générer à partir de cellules déjà différenciées. Par exemple, des biopsies de peau qu'on peut reprogrammer en cellules souches. Et ensuite, ces cellules souches peuvent donner les 3 feuillets germinales et donner lieu, en théorie, à toutes les cellules du corps. Donc, avec notre centre de référence de maladies génétiques, on a pu recruter des patients qui ont des mutations dans des gènes qui nous intéressent. On peut sortir les cellules de peau de ces biopsies. On les reprogramme en cellules souches et on les différencie soit en épithélium pigmentaire rétinien, qui est un modèle 2-dimensionnel, soit
en organoïdes qui sont des modèles trois-dimensionnels et qui contiennent une couche de photorécepteurs au bord. Et comme ces deux modèles, ils ont le même défaut génique que celui-là du patient à l'origine, ils deviennent des outils puissants pour comprendre et tester l'efficacité du traitement. Et de cette façon, nous permettons peut-être de revenir aux patients. Donc, tout d'abord, je vais vous exposer l'épithélium pigmentaire. Donc, l'épithélium pigmentaire, il différencie spontanément des cellules souches et on le voit apparaître par des petites faucilles pigmentées. Ces faucilles, on peut les dissocier, les disséquer, les dissocier, les amplifier et à la fin, on a une monocouche de cellules très, très impactées. Et ces cellules sont tous pigmentées. Et si on regarde ces cellules par des microscopies électroniques, on voit qu'ils sont composés de cellules hexagonales qui sont exactement comme ceux qu'on trouve dans l'œil. Et si on coupe ces cellules, on voit aussi qu'ils ont une orientation particulière, ça veut dire qu'ils sont polarisés avec des chevaux de microvilli en apical, de noyau qui a tout le patrimoine génétique en basal, et les sacs de pigments qui sont les mélanosomes qui donnent cette pigmentation. Cet épithélium exprime également les protéines importantes pour l'épithélium pigmentaire de façon polarisée. Donc, par exemple, dans des endroits de la cellule où il doit se trouver, ici autour du noyau ou entre les cellules. Et l'épithélium pigmentaire, il joue beaucoup de rôles importants dans l'œil, en plus du rôle de l'absorption de toute lumière en excès qui n'est pas traitée par les photorécepteurs. Et ces autres rôles sont tous importants pour le survie de nos photorécepteurs. Et au cours des dernières années, on a pu mettre en place des tests pour regarder chacune de ces fonctions et pour montrer que cet épithélium, en plus d'être morphologiquement caractéristique, il est également entièrement fonctionnel. Donc, on a utilisé ce modèle pour étudier 3 gènes en cause de maladie de l'épithélium pigmentaire. Et de ces 3 gènes, en plus, on avait plusieurs patients avec des mutations différentes qu'on voulait analyser. Et on a fait des études de physiopathologie où, par exemple, on a détecté des mécanismes qui n'étaient pas soupçonnés avant d'être en cause ou en lien avec la maladie. Et plus récemment, on a identifié un nouveau gène qui est comme responsable de maladies rétiniennes. Et on a pu montrer comment les mutations de ce gène perturbent l'étanchéité de cet épithélium. Et on a également utilisé ces modèles pour des tests d'efficacité de thérapie, par exemple des thérapies géniques ou remplacement génique. Mais je veux illustrer avec un autre exemple qui est des molécules pharmacologiques qu'on a testées. Et ces molécules pharmacologiques, ils agissent sur des classes de mutations génétiques particulières qui s'appellent des mutations non-sens. Et ces mutations, ils ajoutent comme un panneau stop dans l'ADN du patient pour que les cellules ne continuent pas à lire l'ADN, produire les protéines et ainsi les cellules sont non fonctionnelles. Et dans le cas d'une maladie, il était montré que ces molécules étaient efficaces dans le poisson zèbre. Et on a fait une étude donc, dans l'épithélium humain de patients porteurs de telle mutation. Et en fait, on a montré que ce n'était pas forcément le cas chez l'homme parce que ces molécules, ils ont besoin d'un contexte génétique particulier et ce contexte génétique qui existait chez l'homme n'était pas reproduit par le modèle poisson. Donc, en fait, il faut parfois un modèle humain et ces modèles humains peuvent être des tests prognostiques pour évaluer des thérapies. Donc, ça, c'était les épithéliums pigmentaires. Donc, maintenant, je vais passer aux photorécepteurs qu'on a commencé plus récemment à modéler avec des organoïdes.
Et donc, les organoïdes apparaissent dans la culture des IPS après induction vers une voie neuronale et comme des petites formes endonates. Et parfois, ils sont entourés par un plage d'épithélium pigmentaire. Donc, ils sont découpés, ils sont mis en culture flottant, sans échafaudage. Et pendant ce temps, ils se remodèlent toutes seules. Et à maturité, on a un organoïde qui a une lamination visible ici au bord et un bordure en brosse. Et en fait, cette lamination est le noyau de tous les photorécepteurs alignés côte à côte. Et les bordures en brosse sont ce qu'on appelle des segments externes des photorécepteurs et c'est là où il y a l'interaction avec la lumière. Et on peut colorer ces organoïdes avec des anticorps spécifiques pour différentes protéines et on voit mieux les noyaux ici en bleu et l'étendue des photorécepteurs de apical basal en rouge. On peut également colorer spécifiquement les cônes, ici en vert, et on voit qu'ils ne sont pas si nombreux. Et si on colore les bâtonnets ici en rouge, on voit qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Donc, en fait, on reproduit le excès de bâtonnets par rapport aux cônes comme on a dans l'œil humain. Et également, si on peut marquer les photorécepteurs à la surface de ces organoïdes, et ici en vert, on a les prolongations des bâtonnets, et ici en violet, on a la prolongation des cônes. Et on voit qu'on a une couche de photorécepteurs stratifiés où les bâtonnets sont plus longs que les cônes, et c'est exactement comme la situation dans nos yeux. Donc, on a utilisé ces organoïdes, cette fois-ci, pour modéliser des maladies de photorécepteurs. Et on a étudié 5 gènes. Et à nouveau, parce que ces gènes de différentes mutations dans différentes formes cliniques, on a étudié des lignées de plusieurs patients. Et j'aimerais illustrer avec un exemple pour montrer la puissance de ces organoïdes. Et en fait, c'est un gène qui peut donner, dépendant de la mutation, peut donner une atteinte rétinienne isolée. Et on a généré les organoïdes de tels patients et on a marqué les cônes. Donc, on voit ici un individual control, les cônes en vert. Mais on voit par contre dans les organoïdes du patient, on a une couche de photorécepteurs qui est désorganisée. Ensuite, on a généré des organoïdes de patients avec d'autres mutations dans le même gène qui ont une atteinte de rétinienne, mais également une atteinte auditive. Et quand on a regardé les organoïdes de ces patients, on n'avait pas du tout le même aspect. On avait comme un excès de cônes, des cônes très allongés, très jolis, et ça ne ressemblait pas du tout. Et on a validé ces résultats dans plusieurs patients. Et en fait, c'est vrai qu'il y a un mécanisme de maladie qui est différente dépendant si on a la syndrome avec le double perte sensorielle ou une perte simple. Et ça, c'était pas jamais soupçonné avant. Et on a utilisé également ces organoïdes pour tester des thérapies innovantes. Et en particulier, on les a utilisés pour tester, pour faire une preuve de concept d'édition génomique avec le système CRISPR-Cas. Donc, on peut faire l'analogie de ce système où on va vraiment dans l'ADN du patient pour effacer le faute d'orthographe du gène pour le réécrire. Donc, en corrigeant les mutations dans les cellules de patient, pour le patient avec atteinte rétinienne seule, on a pu retrouver une couche de photorécepteurs bien organisée avec des cônes qu'on peut distinguer. Et en revanche, chez le patient avec la double atteinte, on a réduit à nouveau le nombre de cônes comparable à ce qu'on a chez l'homme. Donc, en conclusion, j'espère que je vous ai montré que ces modèles sont vraiment très puissants, les deux dimensionnels et trois dimensionnels, pour mieux comprendre les maladies et également pour évaluer l'efficacité des traitements. Et au cours de la dernière décennie, nous sommes évolués
Et nous sommes arrivés à un point où on n'utilise pas du tout des modèles animaux nous-mêmes. Et ça, c'est parce que on pose des questions qui peuvent être résolues avec ces systèmes-là. Donc, j'aimerais en finir en remerciant l'équipe Vision à Montpellier qui a contribué à toutes ces années de travail, ainsi que les anciens membres, nos collaborateurs, nos financeurs, les patients. Et grâce à l'expertise qu'on a accumulée, on a pu aider à le montage d'une plateforme ici à Montpellier qui est le POM, Plateforme Organoïde de Montpellier, qui regroupe tous les laboratoires qui ont de l'expertise dans la différenciation en organoïdes. Et comme ça, on a fait un réseau qui peut aider la communauté à eux-mêmes utiliser ces modèles pour réduire leur expérimentation animale. Et je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie beaucoup pour cette présentation et pour nous avoir consacré un petit peu de votre temps. Et on n'a pas le temps, mais on peut prendre quand même une ou deux questions. Il n'y en a pas. Si, moi j'en ai une. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être appliqué dans le futur pour faire des greffes de rétine? Oui, c'est peut-être de la science-fiction, je ne sais pas. Non, mais... non, pas du tout. En fait, c'est déjà en cours en essai clinique. Il y a des greffes d'épithélium pigmentaire qui est assez avancé. Et il y a plusieurs essais cliniques. Il y avait même un essai clinique de greffe d'épithélium pigmentaire issu des pièces. Et également, il y a le premier essai clinique qui était annoncé pour la transplantation des précurseurs de photorécepteurs. Et effectivement, ces modèles, c'est un autre atout qui est de générer des grandes sources de cellules transplantables. Et on n'est pas encore à transplanter des multicouches rétiniennes, mais en tout cas, pour les couches à part, comme l'épithélium ou les photorécepteurs, c'est vraiment une bonne voie. Je trouve ça absolument formidable. Oui, oui c'est vrai que le rétine, ça a toujours été un peu, je trouve, en avant de toutes ces applications de nouvelles technologies parce que c'est un organe qui on peut facilement accéder et qu'il est séquestré, il est séparé de le système immunitaire. Donc, c'est vraiment un super organe pour pouvoir tester des choses très nouvelles chez l'homme sans des grands risques. Oui. Donc, c'est Et on imagine quels apports ça peut avoir pour les aveugles et les malvoyants. Ouais, ça les donne beaucoup d'espoir. Oui, c'est très important. Pour avoir fait partie du jury du prix LFDA, j'étais très enthousiaste de votre projet. Ah, merci. C'est bien de savoir. Voilà. Donc, on va passer maintenant à un tout autre sujet qui est la présentation du centre FC3R, donc du centre 3R français, par Madame Sotiropoulos.